Julien Moreau ouvrit les yeux dans une obscurité totale. Seul le fracas du tonnerre et le clapotis de la pluie contre les vitres dissipaient le silence oppressant. Le couloir du limbe était vaste et désert, ses murs de béton suintant d'humidité. À ses pieds gisait une carte de visite surchargée de détails en lettres rouges, aucune issue. Il porta la main à sa poche, vide. Ni téléphone, ni portefeuille, ni papier, plus aucun souvenir de son arrivée. Le plastique collant d'un mégot imbibé de sang attira son regard, un témoin muet du drame. Un léger gémissement résonna derrière une porte entr'ouverte. Sophie Dubois, silhouette tremblante, appuyée contre l'encadrement, les yeux agrandis par la panique. Julien s'efforça de se lever, chaque mouvement éveillant la lassitude de ses muscles endoloris. Le vacarme sourd d'un vieil interphone grésilla quelque part, lâchant un dernier souffle de voix inaudible. Là, dans l'ombre, il sut que quelque chose avait terriblement mal tourné. Julien découvrit bientôt qu'ils étaient 8 âmes, liées par un même destin funeste. Sophie Dubois, journaliste d'investigation de 32 ans, avait creusé les scandales occultes de la région avant de disparaître au retour d'un reportage nocturne. Ses carnets étaient restés ouverts sur des pages noircies de symboles étranges. Marc Lefebvre, professeur de philosophie réputé pour ses conférences sur la vie après la mort, avait brusquement été renvoyé de l'université pour avoir remis en question l'éthique académique. Son bureau avait été retrouvé désert, sa thèse inachevée. Clara Martin, analyste financière exemplaire, avait vidé son compte en banque puis s'était volatilisée. Ses collègues parlaient d'un transfert mystérieux de fonds avant son absence. Élodie Roche, peintre au style sombre, peignait des toiles macabres où apparaissaient des silhouettes encapuchonnées. Sa dernière exposition fut annulée quand elle cessa de répondre à ses galeristes. Le père Paul Bernard, pasteur respecté, avait commencé à prêcher sur le jugement des péchés anciens avant de se retirer dans un silence total. Sa paroisse l'ignorait jusque-là. Alice Dupont, actrice de théâtre provincial, fut déclarée noyée après une croisière. Son dossier judiciaire restait incomplet, sans corps retrouvé. Lucas Girard, étudiant en ingénierie, avait abandonné ses études pour un projet secret. Son carnet technique décrivait des expériences sur les perceptions sensorielles. Chacun était sûr d'être mort. Les certificats de décès et les avis de succession avaient été envoyés à leurs familles et tous avaient reçu dans la nuit une enveloppe noire scellée par un symbole énigmatique. Les rumeurs circulaient sur une présence mystérieuse en manteau sombre, aperçue là ou lorsqu'ils ont disparu. Maintenant, réunis dans ce hall silencieux, ils ne pouvaient plus ignorer que les pièces de leur passé formaient un puzzle macabre dont Limbe détenait chaque fragment. La nuit du rituel débuta à minuit précis, lorsque les horloges de poche oubliées sur la table de réception se mirent soudainement à sonner en chœur, leurs clochettes mourant dans un écho sinistre. Julien Moreau, le cœur battant, guida Sophie Dubois le long du couloir faiblement éclairé par des appliques vacillantes. Ils découvrirent la porte entrebâillée du salon central, d'où s'échappait une lumière rougeâtre et l'odeur âcre du sang séché. Au sol, un cercle de pierres noires formées en pentacle encerclait un autel de fortune, sur lequel reposait un chalumeau disloqué et des pages arrachées du carnet de Sophie, recouvertes d'inscriptions en latin ancien. Le tonnerre, comme une sentinelle spectrale, roulait au loin. À l'instant où Julien posa le pied sur le marbre, un grésillement parcourut l'installation électrique et toutes les portes se claquèrent d'un coup, emprisonnant les 8 convives dans la salle. Un cri s'éleva alors. Clara Martin, l'analyste financière, avait découvert Marc Lefebvre affalé contre un pilier, une marque rouge autour du cou et les yeux grands ouverts, fixant le vide. Pendant qu'Élodie Roche recula sous le choc, Lucas Girard, pâle comme un cadavre, ramassa un débris métallique taché de liquide noir et guttural. Le père, Paul Bernard,
murmura une prière, mais ses lèvres tremblaient d'angoisse. Soudain, un sifflement aigu fendit l'air et une silhouette en manteau noir apparut au seuil, un chandelier rougi à la main, ses traits indéchiffrables dans l'ombre du capuchon. Un éclair zébra le plafond, révélant fugacement une tatouage en forme de clé gravée sur son poignet. Le gong lointain d'un antique projecteur s'éteignit, et plus rien n'exista que la respiration haletante de ceux qui comprirent, trop tard, que ce lieu n'était pas un simple hôtel, mais une chambre où la mort, en cette nuit X, venait sceller leur destin. Julien Moreau examina les enregistrements des caméras du hall, espérant y déceler le moindre indice. Chaque séquence, une boucle de 10 secondes, altérée par des interférences, projetait l'image d'un homme en manteau sombre, se déplaçant furtivement derrière les convives. Sophie, menant sa propre enquête, nota dans son carnet que l'ombre apparaissait toujours quelques instants avant chaque disparition. Lucas, quant à lui, se souvint d'un talon de chaussure torsadé trouvé près de la salle de bain, un indice que personne n'avait remarqué. Pourtant, tous avaient fouillé la pièce sans résultat. Quelqu'un cachait délibérément les preuves. Au dehors, les médias locaux titraient déjà sur les âmes errantes du limbe, diffusant des gros plans sur leurs photos officielles et spéculant sur un possible enlèvement rituel. Les familles, interviewées en direct, pressaient les autorités, accusant la police de lenteur. Les articles incriminaient la journaliste Sophie elle-même, affirmant qu'elle aurait pu orchestrer sa propre mise en scène pour faire exploser sa carrière. La pression médiatique ajoutait une tension supplémentaire au petit groupe. Chacun commençait à douter des autres, craignant un complot intime. Le père Paul Bernard proposa d'interroger tour à tour chaque invité, comme s'ils étaient suspects. Marc Lefebvre accepta, mais ses réponses évasives semèrent le doute. Pourquoi n'avait-il pas mentionné un rendez-vous mystérieux dans son journal de bord la veille de sa disparition? Clara, dont la voix tremblait, révéla que certaines pages de ses relevés bancaires avaient été effacées, un transfert inhabituel de 10 000 € vers un compte anonyme. Élodie, toujours à l'écart, peignait frénétiquement de nouveaux symboles sur les murs, persuadée qu'ils contiendraient la clé de leur salut. Malgré ces entretiens, l'enquête interne piétinait. Les indices se multipliaient sans logique apparente, et chaque tentative de retracer leur parcours menait à un nouveau cul-de-sac. Julien comprit que l'enquête ne progresserait que si l'un d'eux admettait un mensonge, une trahison. Mais qui oserait confesser qu'il manipulait les autres depuis le début? Alors que l'orage redoublait au dehors, l'hôtel Limbe se refermait autour d'eux, transformant la recherche de la vérité en un piège où chaque piste risquait d'être leur dernière. Un claquement métallique retentit soudain, attirant tous les regards vers le vieux projecteur fixé au mur. Lorsqu'il se ralluma, l'écran diffusa une séquence jusqu'alors inconnue. On y voyait Lucas Girard, seul dans le hall, glissant discrètement l'enveloppe noire dans la poche de Marc Lefebvre avant de se fondre dans l'ombre. Les visages se crispèrent. Était-ce la preuve d'une complicité? Mais en y regardant de plus près, Sophie remarqua un détail troublant. La main de Lucas portait un bracelet de confinement médical, absurde sur un étudiant en ingénierie. Peu après, un deuxième extrait fit basculer leur perception. Élodie Roche s'approchait du panneau électrique pour masquer volontairement les caméras. Non pour trahir, mais pour protéger Clara Martin, qui venait de découvrir un message chiffré sur le tableau de bord du salon central. Cette révélation fit vaciller les accusations portées contre Marc et Élodie. Doucement, Julien prit la parole et expliqua que le symbole de la clé tatoué sur le poignet de la silhouette en manteau noir correspondait au plan de sécurité qu'il avait vu par hasard dans les dossiers confidentiels de Sophie. Le rituel n'était peut-être qu'une mise en scène orchestrée depuis l'extérieur. Un leurre destiné à tester leur réaction. Le doute s'installa. Si tous étaient taille manipulés, qui tirait les ficelles?
le père Paul Bernard, pâle, murmura qu'il avait reçu, la veille, une lettre anonyme évoquant une épreuve de vérité. La question devint inévitable. Et si cet hôtel n'était pas un cimetière de disparus, mais un théâtre où l'on jouait leur dernier acte? Dans ce souffle glacé, l'alliance fragile des 8 âmes vacilla, prête à s'effondrer sous le poids de la suspicion renouvelée. Et si tout n'était qu'un jeu de miroir? Alors que l'orage s'apaisait, Sophie décrocha un autre fragment vidéo dissimulé dans la vieille armoire du hall. On y voyait le père Paul Bernard, les mains couvertes de cendres, traçant lentement le même pentacle découvert pendant la nuit du rituel. Mais à la fin de la séquence, la caméra vacilla et révéla, juste un instant, le regard complice de Clara Martin, assise dans l'ombre derrière lui, un sourire imperceptible aux lèvres. Cette image bouleversa tout. La journaliste et l'analyste financière avaient-elles conspiré pour orchestrer la mise en scène? Pourtant, un détail échappa à tous. Sur la table, près du projecteur éteint, Julien remarqua un carnet jauni, truffé de notes griffonnées de la main de Marc Lefebvre, dénonçant un plan de manipulation collective visant à prouver que chacun d'eux était capable de tuer pour sauver sa propre vie. Avait-il programmé ce test depuis le début? Lorsque Marc entra précipitamment, les traces de fumée encore chaude sur ses manches trahissaient sa présence dans la salle de projection, pas dans le salon où il prétendait être resté. Et tandis qu'il prétendait ignorer l'existence de cette vidéo, son regard s'évadait vers Élodie, dont le regard fixé sur le sol traduisait un choix impossible. Les pièces du puzzle prenaient soudain une tournure différente. Plus qu'une épreuve de vérité, Limbe semblait vouloir révéler leurs plus sombres désirs, jouer sur leurs peurs et leurs secrets inavoués. L'alliance fragile des invités se fissurait, non pas parce qu'ils cherchaient un coupable extérieur, mais parce qu'ils découvraient qu'ils pouvaient être ce coupable les uns pour les autres. La vérité éclata soudain comme un éclair derrière les rideaux tremblants. La silhouette en manteau noir n'était autre que le docteur Antoine Lambert, directeur de l'établissement, que tous connaissaient sous le nom de concierge lors de leur arrivée. Julien reconnut ces insignes médicaux dissimulés sous le vêtement sombre et se rappela les remarques sibyllines du père Paul sur des protocoles expérimentaux. Confronté, Lambert ôta son capuchon pour révéler un visage grave, balafré par la fatigue, et expliqua que chaque invité avait été jugé irrécupérable par la société. Disparus officiels, ils furent envoyés ici pour un traitement de choc visant à recréer leur instinct de survie. Les rituels, les vidéos truquées et les témoins muets étaient des simulations destinées à briser leur psychose. Quand Lambert prononça ces mots, Clara tomba à genoux, sanglotant contre le piano renversé, tandis que Marc agrippait Sophie pour l'empêcher de s'effondrer. Le père Paul, larmes aux yeux, bénit l'assemblée d'une voix tremblante. Il comprit que leur salut résidait dans l'unité plutôt que dans la suspicion. Julien, le dernier debout, braqua sa lampe torche vers la porte désormais ouverte. Derrière, un couloir lumineux menait à la liberté. Mais lorsqu'il fit un pas en avant, l'ombre d'une dernière grille se referma et il sut que même la vérité pouvait être une prison.